Cher auditeur, chère auditrice, bonsoir ou bonjour, tout dépend à quel moment tu ouvres cette vidéo. Avant de commencer mon histoire, je vais te demander de penser à liker la vidéo, à la commenter, bien sûr, comme tu le fais si souvent. Dans les commentaires, je te demanderai de ne pas divulguer la fin de l'histoire. Pense aux autres personnes qui vont venir écouter l'histoire après toi. Et si tu supposes que cette histoire est tirée d'un film, ce qui est possible, ça peut être tiré d'un film, ça peut être pris dans un journal, d'un fait divers, comme ça peut être tiré de mon imagination. Mais si tu penses que c'est tiré d'un film, merci de ne pas le dire dans les commentaires, de ne pas gâcher le plaisir de découvrir l'histoire de A à Z pour les personnes qui arrivent après toi. Cette petite parenthèse étant faite, je te propose de découvrir l'histoire d'Hélène et Jean-Pierre. Hélène est dans un train. Elle a une trentaine d'années, on est en plein hiver, elle a un manteau bleu, très joli, très à la mode. C'est une blonde d'une trentaine d'années, on va dire. Elle discute avec un abbé. L'abbé lui dit que si elle se rend à Paris et qu'elle ne sait pas où aller dormir, où aller habiter, elle peut se rendre dans la pension de famille très honorable de Ghislaine. Comme Hélène est dans le train et qu'effectivement elle se rend à Paris et qu'elle ne sait pas du tout où elle va atterrir, eh bien ma foi, elle se rend à l'adresse indiquée par l'abbé. Ghislaine, donc la tenancière, on va dire, de la pension de famille, l'accueille les bras ouverts. Très aimable, très gentille. Toutes les deux discutent et donc Hélène explique sa situation. Elle a quitté Limoges un petit peu précipitamment. Elle n'a pas de travail, mais elle a une licence, c'est une professeure d'anglais. Donc elle va très vite trouver du travail sur Paris, dans la logique. Et que, bien sûr, elle honorerait le loyer de sa pension. Ghislaine est en confiance. Elle trouve que c'est une jeune femme très bien élevée, très réservée. Elle n'est pas très souriante, mais une fille de bonne famille, on le sent bien. Elle lui propose une chambre, elle l'installe dans une chambre, elle la laisse. Hélène se retrouve seule dans cette pièce, avec un lit, une petite commode, etc. Et elle s'effondre littéralement sur le lit en pleurant. Pourquoi ? Parce que Hélène vient de passer 5 ans de mariage avec un homme extrêmement perturbé, violent. Et elle s'est enfuie. Donc elle est quand même très épuisée de tout ça. Et très inquiète de quel est l'avenir qui lui attend. Le lendemain matin, il est l'heure du petit déjeuner. Hélène se rend dans la salle à manger. Ghislaine l'installe, lui dit tiens voilà, mettez-vous là, on va vous servir le petit déjeuner. Et il y a un des pensionnaires qui est installé là, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est monsieur Raffin. Il est bibliothécaire. Il est justement actuellement en train de passer titulaire de son poste de bibliothécaire en chef. Donc il est reconnu par la société, il est reconnu par sa communauté. C'est un homme vraiment, je dirais, charmant, cultivé, instruit. Et il connaît beaucoup de monde, forcément, en tenant la bibliothèque. À noter que cette histoire donc, se passe à Paris et autour de 1955. Donc si ça peut t'aider à imaginer les tenues vestimentaires, les voitures, à quoi ressemblait Paris en 1955. Et donc Ghislaine lui dit « Mais dites donc Hélène, j'y pense. Peut-être pouvons-nous voir avec M. Raffin s'il peut vous trouver une place de professeur d'anglais. » Alors, Hélène, elle ne sait pas trop. Elle dit si, hein, monsieur Raffin. Il dit oui, pas de souci. Il enfile son manteau, son écharpe. Il dit pas de souci, je m'en occupe. Et il s'en va. Très froid, très silencieux. Il dit pas de souci, je m'en occupe. Et c'est tout. Et Ghislaine dit à Hélène, vous verrez, c'est un homme charmant, délicieux, charmant. Hélène, elle lui dit, oui, en effet, il a l'air charmant. Bon, la journée se passe. Hélène va aller toutes les adresses qu'elle a notées pour chercher du travail, se présenter à des postes éventuellement. Et elle rentre bredouille. On se retrouve, il est 16h de l'après-midi, au moins 16h, pardon. Et donc, Ghislaine lui dit, écoutez, vous allez prendre un café avec nous, vous n'allez pas rester comme ça, vous avez l'air fatigué, vous n'êtes même pas rentré manger à midi. Prenez un petit café, ça va vous requinquer. Je vais vous donner un livre et vous allez aller voir Monsieur Raffin à la bibliothèque. Elle est à 2 pas d'ici. Vous lui ramenez le livre, c'est le prétexte. Et au passage, vous le relancez sur l'idée éventuellement. Vous croyez vraiment que oui, j'en suis certaine, il le fera, vous verrez.
Et dans la journée, effectivement, Jean-Pierre Raffin a discuté avec une directrice de collège à qui il a proposé les services de Hélène. Et ça tombe bien parce que la directrice a justement besoin, étant donné que une place est vacante momentanément, elle a besoin sur un laps de temps assez court d'une remplaçante. Ça tombe bien. Et quand Hélène se présente chez Jean-Pierre, enfin vers Jean-Pierre à la bibliothèque, il lui dit ça y est, c'est fait, c'est réglé, vous vous présentez demain matin, je me suis occupée de tout. Et là, elle est comme de ronflant. Waouh! Donc elle apprécie énormément, elle le remercie chaleureusement et elle change d'idée. Elle se dit finalement, il est peut-être beaucoup plus sympathique, c'est pas bien, je l'ai mal jugé, je l'ai mal jugé et finalement, c'est quelqu'un vraiment de très gentil. Il a des connaissances et il en fait profiter aux autres, donc bravo. Ce monsieur est très bien. Et puis, très vite, hein, elle va voir la place, elle se présente le lendemain, elle a la place, et puis les jours passent, une quinzaine de jours passent, et puis du coup, de temps en temps, hein, on n'est pas loin de Montmartre, et donc le collège où elle travaille, c'est à Montmartre, et donc il y a cette grande descente d'escalier, et de temps en temps, Jean-Pierre la croise. On pourrait supposer que c'est involontairement, mais moi je pense que c'est volontairement. Il la croise, il vient, ils échangent quelques mots, il l'accompagne jusqu'à une certaine distance et puis après il s'éloigne. Il fait ce qu'il a à faire. Donc il sympathise petit à petit, en tout bien tout honneur, de façon très cordiale, très respectueuse. Et cette fin d'après-midi-là, il lui dit, il discute, il lui dit je vous laisse, j'ai rendez-vous donc avec un des pensionnaires de la pension de famille pour jouer au billard. Et donc on se verra plus tard, je suis même pas sûre que je viendrai pour dîner. Enfin bref. Le soir arrive, Hélène est à table, et puis Ghislaine se dit bon, quand même, il aurait pu prévenir. Et elle demande donc au fameux président du tribunal en retraite, donc c'est un des pensionnaires, elle dit mais je pensais que M. Raffin devait être avec vous à jouer au billard, mais pas du tout, Elle dit alors mademoiselle Hélène, ah bah écoutez je sais pas, j'ai dû me tromper, j'ai dû mal comprendre, de toute façon c'est moi qui ai dû faire une erreur, excusez-moi. Elle sort de table, elle est mal à l'aise, elle est gênée, elle se sent avoir dit une bêtise, avoir parlé de trop et de s'être mêlée de ce qui ne la regardait pas. Elle part dans l'entrée de la maison, un petit vestibule, il y a un fauteuil, et elle attend dans le noir, elle réfléchit, et elle se dit c'est vrai, c'est bizarre qu'il soit pas là, parce qu'en fait, j'ai pas rêvé, il m'a pourtant bien dit qu'il serait avec le président, le président du tribunal en retraite. Donc comment ça se fait, c'est bizarre. Les minutes passent, bon voilà, elle attend, la porte s'ouvre. Jean-Pierre Raffin arrive, plutôt sombre, il a l'air d'être mal en point, fatigué. Ghislaine arrive, monsieur Raffin, vous êtes en retard, mais c'est pas grave, excusez-moi, je vais prendre la clé de ma chambre et je vais monter me reposer. Oui, effectivement, vous n'avez pas l'air bien, je vais vous faire monter un plateau. Non, c'est pas la peine, si, je vous fais monter un plateau. Mais si, je vais très bien. Il commence à monter les escaliers, Ghislaine s'éloigne. Hélène est assise dans un coin, dans l'obscurité, et elle regarde Jean-Pierre en train de monter les escaliers. À un moment, il fait une pause et on a l'impression qu'il souffre de quelque chose. Elle est intriguée, elle commence à le suivre, elle le voit entrer dans la chambre et clac, il ferme la porte. Elle se dit mince, comment je vais faire? Il faut que je sache. Et puis, la petite servante de la pension de famille arrive avec un plateau. Ghislaine vient de l'envoyer. Et là, Hélène prend le plateau et dit ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, ça tombe bien, parce qu'en plus, Ghislaine appelle la petite servante. Donc du coup, ça la libère de cette tâche. Hélène tape à la porte. Jean-Pierre, oui, qu'est-ce que c'est? Et elle attend pas. Elle ouvre, elle entre directement. Elle dit, je vous emmène votre plateau. Et il dit, vous avez changé de fonction? Puis ça, il apprécie pas trop. Et il lui dit, posez ça là. Et elle lui dit, ça va, tout va bien, vous avez besoin de rien, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, c'est bon, j'ai besoin de rien. Elle le regarde et elle voit la chemise qu'il porte, donc une des chemises donc, est par terre. Elle ramasse la chemise, elle veut la poser dans le lavabo, donc elle se décline comme ça légèrement. Et du coup, Jean-Pierre suit le même mouvement et il se retrouve à tourner le dos au miroir. Et là, Hélène s'aperçoit qu'il y a une grosse tache rouge sur l'épaule, à l'arrière,
sur la chemise de Jean-Pierre. C'est du sang. Il a été blessé. Et c'est pour ça qu'il tient le bras légèrement comme s'il avait une écharpe. Il comprend qu'elle a compris. Il ferme la porte à clé de la chambre, il s'enferme avec elle. Et elle accepte de le soigner. Donc il enlève la chemise, elle lui fait un pansement, elle désinfecte et tout ça. C'est une énorme éraflure, une énorme écorchure, on va dire. Elle ne comprend pas trop. Elle sent bien qu'il y a quelque chose de pas clair. Elle a vécu avec un homme violent, un peu voyou. Elle sent qu'il y a un truc qui cloche. Et ça ne correspond pas à ce brave monsieur bibliothécaire, cette blessure à l'épaule, cette froideur, ce silence. Quel mystère! Quel mystère! Elle prend la chemise, elle lui dit « J'en ai pour 5 minutes, je vais aller la laver dans le lavabo. » Et elle passe à côté du manteau de Jean-Pierre. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a un trou de balle dans le manteau. Et là, elle comprend. Elle dit « Vous inquiétez pas. » Elle prend la chemise, elle va la laver. Elle devient complice de lui. Complice, elle ne sait pas de quoi. Elle comprend bien qu'il a un secret et que c'est un secret qui n'est pas très glorieux. Que s'est-il passé ? Eh bien, ma foi, l'autre version de l'histoire, la face cachée de l'histoire, Jean-Pierre, en dehors d'être bibliothécaire en chef, titulaire, c'est un homme dans le passé qui a été médecin accoucheur, gynécologue, médecin accoucheur à cette époque-là. Il a fait donc des études, c'est quelqu'un de brillant. Et puis un jour, un accouchement a mal tourné, l'enfant est décédé, la famille a porté plainte, il a eu beaucoup d'ennuis et donc il a été exclu du monde médical, il n'a pas pu continuer. Ça l'a rendu, non pas foudrage, mais très en colère. Il a été écœuré, on va dire, de la société et du coup, il a basculé dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Il est devenu un cambrioleur, un homme qui fait des hold-up, un brigand, un voyou, un malfaiteur. Bref, on comprend que Jean-Pierre Raffin a des problèmes. Il a donc fait un petit hold-up, un cambriolage qui a mal tourné. Sur le coup, ça semble pas grave, mais il a quand même une blessure. Ce qui fait finalement Hélène, quelque part, au minimum complice avec lui de ce secret. Un jour ou deux passe et il est évident que Jean-Pierre a besoin d'argent. Il a confié des titres porteurs qu'il a donc volés avec une bande de voyous comme lui, mais ce sont des voyous élégants, on va dire. Il a confié donc des titres porteurs à Serge, le barbier. Il va le voir et lui dit « Écoute, j'ai besoin de 500 000 francs. Et l'autre, mais non, mais tu comprends, attends, je marie ma fille la semaine prochaine, puis bon, c'est qu'une boutique de barbier. Et il dit, tu arrêtes ton cinéma, tu ne me joues pas tes violons, la corde va finir par casser. Tu me donnes maintenant 500 000 francs. L'autre, tant bien que mal, il voit bien qu'il n'a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va à l'arrière de la boutique, dans un tiroir qui ferme à clé, il lui sort l'argent. Et il lui dit, tu sais, Jean-Pierre, si tu veux te refaire, j'ai entendu dire que tu avais eu des petits problèmes, si tu veux te refaire, j'ai un bon plan pour toi. Et en fait, il lui propose de faire un vrai hold-up assez important dans une grande usine, pas bien loin d'ici. Tu sais qu'à l'époque, quand dans les entreprises on payait les ouvriers, on les payait en argent liquide, on mettait l'argent dans une enveloppe avec une fiche de paye, mais c'était certainement pas virtuel. Donc une fois par mois dans les usines, il y a beaucoup d'argent. Et il lui dit, voilà, il y a un plan. Du coup, Jean-Pierre s'organise avec le neveu. Avec le neveu de Serge pour mettre en place ce hold-up. Ils partent à 3 ou 4 dans une voiture, donc imagine, on est en 1955, imagine à quoi ressemble la voiture. Et donc ils partent à 3 ou 4 dans cette voiture, ils vont rentrer comme ils veulent dans l'usine très facilement. Dans l'usine, il y a plusieurs bâtiments, donc il y a des rues dans l'usine, c'est un grand site. Et ils se rendent dans le secteur comptabilité. Ils sortent leurs pistolets et ils braquent le comptable et les secrétaires et ils remplissent les sacs de tout l'argent liquide qu'ils peuvent trouver et bien sûr il y a des centaines de milliers de francs. Donc le butin est assez important.
Ils repartent les mains dans les poches, discrètement, ils montent dans la voiture, ils pensent que c'est gagné, ils vont pour s'enfuir. Et là, tout à coup, derrière le portail qui s'ouvre, toute une horde de policiers, tu sais, avec les grandes capes noires, là, les hirondelles, comme on les appelait dans le temps, se mettent à leur courir après. Et donc là, une course-poursuite se met en place sur le site de cette usine. Par le biais d'un autre portail, toute une horde de motards, de policiers motards, entre sur le site. Et donc, course-poursuite continue. Et bien sûr, les motards ont des armes. Et donc, ils tirent sur la voiture, ils tirent. On entend les coups de feu, on entend ça tire dans tous les sens. Des virages à droite, des virages à gauche, on entend crisser les pneus. Les motos qui font un bruit de fou et puis des coups de feu jusqu'au moment où le chauffeur de la voiture est touché et il va s'écraser contre un camion qui est posé là en plein milieu. À cet instant-là, la police arrive, récupère ouvre les portes de la voiture, il y a quelques cadavres et puis Jean-Pierre Raffin n'est pas décédé, il a juste été assommé. Il est emmené au commissariat. Au commissariat, il fait preuve d'amnésie imaginaire, bien sûr, tu t'en doutes. Et donc, même pour signer sa déposition, il fait une croix. Donc là, le policier dit que c'est bon, il s'est assez amusé de moi. Allez, on l'envoie au parquet, on n'en parle plus, débarrassons-nous. Et donc, il part, Jean-Pierre part dans un véhicule de police qu'il est censé l'emmener jusque chez le procureur. Bien sûr, il y a d'autres prisonniers dans le camion, des petites cellules et d'autres prisonniers. Il est enfermé avec un autre homme. Le trajet n'est pas bien long, mais ça va leur suffire avec une lime de l'autre monsieur, de l'autre prisonnier. Ils vont découper le sol et ils vont réussir à passer sous la trappe. Ils vont réussir à s'enfuir. À l'époque, les camions, c'était pas les véhicules blindés qu'on a aujourd'hui. Et donc, nous voilà avec un Jean-Pierre Raffin complètement en cavale. Du coup, il se débrouille comme il peut les heures qui suivent et vers les 16 heures, il part vers les fameux escaliers du côté de Montmartre, pas rejoindre, mais chercher à rencontrer Hélène. Il se dit si quelqu'un sur cette terre peut m'aider, c'est bien elle. Et donc, il la rejoint. Il la prend par le bras et il l'emmène dans un petit coin sombre des escaliers. Il lui dit j'ai besoin d'aide. Elle lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous. Elle sait très bien qu'elle lui donne une fière chandelle. Il lui a trouvé du boulot. Il n'a pas hésité un instant à lui donner un coup de main. Donc elle est prête à faire beaucoup de choses pour l'aider. Et puis ne nous leurrons pas. Elle est quand même tombée amoureuse de lui. Il est tellement gentil avec elle. Il est tellement mystérieux. Bref, elle est tombée amoureuse de lui. Donc elle est prête à l'aider. Elle lui dit écoutez j'ai 300 francs. Tenez, prenez-les. Il dit vous allez aller dans ma chambre à la pension. Derrière le lavabo il y a une clé. Cette clé ouvre un petit tiroir qu'il y a à l'intérieur de l'armoire et dans cette armoire, vous verrez, il y a de l'argent. Prenez-le, emmenez-le-moi, s'il vous plaît. Et il lui dit, si vous pouvez, parce que là, il s'est évadé finalement du camion et il sortait du commissariat. Donc, si vous pouvez m'acheter une paire de lacets, une ceinture et une cravate, je vous serai gré. Elle fait tout ça. Le lendemain, il se donne rendez-vous. Lui, il reste en cavale, il se cache. Discrètement, bien sûr, elle rentre à la pension de famille, elle fait ce qu'il lui a dit, elle récupère l'argent, personne ne la voit, tout se passe bien. Le lendemain, elle le rejoint, elle lui apporte ce dont il a besoin, et même elle fait mieux, elle va lui acheter aussi un chapeau et un imperméable passe-partout, on va dire, pour qu'il ne soit pas non seulement reconnu, et en plus on est en plein hiver, pour qu'il n'ait pas froid. Donc elle est aux petits oignons pour lui. Et il lui dit, maintenant je voudrais vous demander un dernier service, elle lui dit tout ce que vous voudrez. Il lui dit si vous pouviez me prendre un billet de train pour demain matin pour que je puisse partir. Je voudrais quitter le pays, c'est le seul moyen pour que je puisse m'en sortir. Elle lui dit d'accord, je ferai ça. Donc il se donne rendez-vous le lendemain matin à 9h à la gare. Elle lui a emmené effectivement le billet de train, sauf qu'elle va d'abord sur le quai pour voir ce qui se passe et elle lui dit c'est pas possible, vous pouvez pas partir. Il y a la police qui est partout, elle est partout, ils vous cherchent. Et n'oublions pas qu'en plus, il y a 2 prisonniers qui se sont évadés. Bon, l'autre prisonnier, on n'en tient pas compte, mais n'empêche que c'est pas étonnant que la police soit sur le qui-vive. Elle lui dit, il faut prendre une chambre. Elle lui dit, je vais vous louer une chambre d'hôtel et vous allez pouvoir vous reposer, faire un bon repas et vous partirez demain. Il hésite et puis il se rend compte qu'elle a raison. Il dit d'accord. Elle va dans un hôtel, elle lui loue une chambre, elle se fait passer pour son épouse. Elle essaye plus ou moins de tricher comme elle peut. Pour pouvoir le faire passer lui derrière de façon à ce que le personnel, les employés de l'hôtel, un tout petit hôtel, ne le voient pas lui, on ne sait jamais, il y a sa photo dans le journal, on ne sait jamais.
À cette époque-là, à ce moment-là, Jean-Pierre a une petite moustache. Donc elle lui a acheté un rasoir, un blaireau, tu sais, pour qu'il puisse se raser, tout ça. Et il lui dit maintenant, donc il monte dans la chambre, tout va bien, il lui dit maintenant, il faut rentrer à la pension, rentrez chez vous, faites en sorte de m'oublier. Merci pour tout ce que vous avez fait. Elle dit non, 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 elle dit moi je veux vous revoir, elle dit je veux pas vous laisser, je veux pas vous abandonner, je veux rester avec vous. Il dit non, 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 elle dit si. Elle dit demain, je serai à tel endroit, je vous attendrai à la gare, je serai là, je vous attendrai, je veux vous faire un dernier adieu. Il dit je vois pas l'intérêt. En même temps il est touché, mais il dit je ne vois pas l'intérêt, qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous voyez bien que je ne suis pas quelqu'un de si bien que ça. Elle lui dit je m'en fiche, je veux vous revoir, je serai là. Elle dit vous y serez si vous voulez, mais moi je serai là. Et puis elle s'en va, elle accepte de partir pour que, voilà, mine de rien, tout se passe bien. N'oublions pas que la police, il est censé être amnésique, il n'a pas voulu donner son nom, mais bien sûr, les collaborateurs avec qui il a fait le casse l'ont balancé. Donc les policiers ont son nom, savent où il habite, donc à la pension, et les policiers sont déjà à la pension, en train de faire une enquête, une perquisition et tout ça. Et... Attends. Quand elle arrive à la pension, l'inspecteur lui pose des questions, il la trouve bien discrète, bien étrange, il la regarde aussi parce que c'est une jolie femme, elle a ce manteau bleu, on ne voit qu'elle avec ce manteau bleu. Et puis ma foi, elle est hors de cause, hein, voilà, même s'il la trouve un peu bizarre, hein. Elle longe les murs, elle baisse la tête, elle a une drôle d'attitude, mais bon, le policier va pas plus loin dans sa recherche, en tout cas pour le moment. Et puis, de l'autre côté, Jean-Pierre commence à se raser, il enlève sa moustache. Et Hélène, à l'accueil de l'hôtel, elle a oublié ses gants. Et du coup, la femme de chambre monte dans la chambre de Jean-Pierre en se disant « Tiens, la dame a oublié ses gants, ça va me faire un bon petit pourboire. » Elle emmène, et elle tape, et elle entre directement. Et là... c'est un truc qu'il ne supporte pas. Il lui dit, je ne vous ai pas laissé rentrer, vous croyez où? Elle lui dit, mais votre dame a oublié les gants. Et puis là, elle le regarde, elle le fixe et elle réalise que c'est l'homme qui est dans les journaux. Elle réalise que c'est l'homme qui est recherché dans les journaux. Et elle dit rien et elle repart. Et une fois qu'elle est partie, Jean-Pierre se dit, c'est bon, là je suis cuit, il faut que je parte tout de suite, sans réfléchir, il faut que je parte. Il descend les escaliers et au dernier moment... Le patron de l'hôtel, vous partez déjà monsieur? Non, je vais chercher des cigarettes, mais on en a, vous avez des players? Non, bon bah alors. Et là il s'en va. Et tout de suite, le tenancier de l'hôtel appelle la police. Ce qui va faire que Jean-Pierre va être recherché de plus en plus activement. Le lendemain, ils se retrouvent tous les deux à leur rendez-vous, même s'il ne veut pas admettre, au final, il se retrouve quand même avec elle. Et elle lui dit, on va louer une autre petite chambre et je vais vous faire à manger et on va essayer de réfléchir comment on peut organiser votre départ. Ok. Ils prennent une petite chambre au-dessus d'un bal musette, tu sais. Et donc en bas, il y a le bal musette, on est samedi soir, tout le monde danse et tout ça. Et puis... comme dans tous les bals musettes de l'époque, une bagarre éclate entre deux hommes parce qu'il y a une femme qui n'a pas voulu danser, etc. Bref, tout le monde se tape dessus, les chaises voltigent, tout le monde crie, et puis on entend les sifflets de la police qui arrivent. Et là, Hélène fait un énorme malaise et donc, du coup, Jean-Pierre s'occupe d'elle. Mais il n'y a que là qu'il découvre que finalement, c'est une femme traumatisée qui a souffert de la violence d'un homme. Bref, il s'occupe d'elle, il essaye de la faire revenir un petit peu à elle, tout ça. Et puis, tout à coup, elle lui fait une déclaration d'amour. Elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle ne veut pas vivre sans lui, qu'elle ne veut pas le quitter. Et qu'elle est prête à aller à l'autre bout du monde avec lui. Il dit non, et puis finalement, il lui prend la main. Et puis il se passe ce qui se passe entre un homme et une femme qui se retrouvent seuls dans une chambre. Ils sont ensemble. Ils passent la nuit ensemble, ils deviennent amoureux, amants. Et le lendemain matin, il lui explique quand même qu'il faut qu'elle rentre et que lui, il faut qu'il trouve une solution pour aller au moins jusqu'au Havre pour pouvoir après prendre un bateau et fuir. Et il trouve le moyen de la convaincre et ils sont déchirés tous les deux. Elle rentre, il part et là, elle a la police sur le dos. Quand elle veut aller à l'école, finalement, la police l'arrête, ils l'embarquent dans la voiture, ils essaient de la faire parler.
Le policier n'est pas idiot, il voit bien que c'est une femme traumatisée, comme il lui dit, vous l'aimez, hein, vous voulez le cacher. Pourquoi est-ce qu'ils en ont après elle? Eh bien tout simplement parce qu'à l'hôtel, ils ont appelé la police pour dire que Jean-Pierre était là et que c'était certainement le suspect qui était en photo, mais qu'il y avait aussi une femme blonde, une grande femme blonde avec un beau manteau bleu. Et là, le policier a compris que c'était cette femme à la pension de famille qui paraissait si froide et si discrète, qui était certainement une complice. Du coup, ils ne la lâchent pas. Mais à un moment, ils n'ont rien contre elle, ils sont bien obligés de la relâcher, on va dire. Elle est contactée par Jean-Pierre, 3 jours plus tard. Il est malheureux sans elle, il s'aperçoit qu'il s'est attaché à elle, il se rend compte que c'est une femme de grande valeur. Elle est éperdument amoureuse de lui et il lui propose de prendre un taxi, un véhicule pour pouvoir le rejoindre. Et donc elle le rejoint et dans la voiture, ils prennent un taxi tous les deux et dans la voiture, elle lui dit je t'en supplie, ne me laisse plus jamais, laisse-moi partir avec toi, je te suivrai à l'autre bout du monde, je ne veux pas retourner dans cette pension, je ne veux pas continuer de vivre comme ça, maintenant que je te connais, je ne peux pas faire sans toi. Et elle se doute qu'il va lui dire non, c'est pas possible, mais finalement, il a eu le temps de réfléchir pendant ces 3 jours, il s'est rendu compte que lui aussi était tombé très amoureux d'elle, et il lui dit justement, je t'ai fait te déplacer pour pouvoir te proposer de choisir, est-ce que tu veux partir avec moi? Elle lui dit oui mon amour, elle pose sa tête sur son épaule, et là ils sont heureux, ils se disent on va pouvoir partir, on est au bord du port, on est sur le port, demain on prend une péniche et on s'en va, on prend un bateau et on s'en va. Et donc ils se sentent bien, ils sont contents, ils se sont retrouvés, la nuit est tombée, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire un petit tour sur le port comme ça, pouvoir discuter en amoureux, mais elle est suivie par une horde de policiers parce que l'inspecteur a bien compris qu'il y avait quelque chose de, même si elle ne voulait pas dire, il a bien compris que de toute façon elle était amoureuse de lui et que tôt ou tard elle le rejoindrait. La nuit est tombée, ils marchent sur les quais et la police se met à les tracer. Et jusqu'au moment où ils entendent la police arriver derrière. Et donc là, Jean-Pierre s'enfuit. Il s'enfuit à travers, il y a des containers partout, il y a des bateaux partout. Il s'enfuit à travers le port comme ça. La police se met à le tracer, à le courir. Il tire dans tous les sens. Pour le moment, il arrive à se cacher, ils allument un énorme phare, un énorme projecteur pour essayer de le trouver dans la nuit. Il y a 2 policiers qui prennent par les bras Hélène. Elle est attrapée, on va dire, même s'il ne va pas lui arriver grand-chose, mais elle est attrapée et elle crie « Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre !» Elle entend les balles qui tirent, les balles tirent jusqu'au moment où Jean-Pierre prend une balle dans la jambe. Et pas que dans la jambe, il en prend plusieurs. Il tombe dans l'eau, mais il tombe volontairement dans l'eau, il se laisse glisser dans l'eau pour pas être pris. Il s'accroche à une espèce de grosse boucle en métal, tu sais, où on amarre les bateaux. Il s'accroche, il laisse passer la lumière, il attend que... Il entend Jean-Pierre, Jean-Pierre, il entend Hélène qui crie, qui pleure, mais il n'a plus de force. Il est touché finalement dans le dos, au niveau des poumons. On voit le sang qui sort de sa bouche. Il est touché aussi à une jambe. Il fait froid, on est en plein hiver, il est dans l'eau glaciale. Et finalement, il lâche. Sa main lâche cette espèce de grosse boucle et il se met à couler. Jean-Pierre meurt dans l'eau. Voilà. Et pour Hélène, ma foi, elle sera inquiétée, mais elle n'aura pas de gros soucis. Leur histoire d'amour s'arrête là. C'était... leur première nuit, pour ainsi dire, et leur dernière nuit. Voilà comment se termine mon histoire. Je te souhaite une bonne continuation. N'oublie pas le petit commentaire discret qui ne divulgue pas la fin de mon histoire. Et n'oublie pas aussi le like et l'abonnement. Ça permet de propulser la chaîne sur la page d'accueil YouTube. À très bientôt. Bye bye.